5e rencontre avec Christian Vernodon. Christian Vernodon, bonjour. Bonjour Michel. Et merci de me consacrer encore quelques moments. Nous nous sommes quittés la semaine dernière, Christian Vernodon, sur une question demeurée en suspens. Tu étais PDG d'Air Tahiti par intérim et il t'avait été demandé de proposer un candidat pour le poste de directeur général de cette nouvelle société. Qui avais-tu à proposer ? Le premier que j'ai appelé, il travaillait à l'époque comme directeur des ressources humaines à l'électricité de Tahiti, c'était Joël Alain. Et donc je lui parle du projet, et il me dit « Ah non Christian, je viens pas dans cette galère. » Le deuxième que j'ai appelé, il s'appelait Boris Leontiev. Boris, à cette époque-là, il était directeur au port autonome. Et Boris aussi me dit « Ah non Christian, je viens pas. C'est trop risqué. Air Polynésie, non, trop. » Et alors, je me retrouve 2 jours avant le deuxième conseil d'administration où on devait désigner le directeur général et où le candidat, c'était officiel, M. Famin. Et là, j'appelle mon complice, Maté Galnon, que j'avais découvert et j'avais appris à connaître juste avant, l'année d'avant, à Lopati, puisque après avoir fait toute sa carrière militaire comme chef d'escadrille des hélicoptères, pilote lui-même d'hélicoptères, et donc habitué aussi à la gestion, alors là, sur le plan opérationnel, technique, d'appareils aériens, des hélicos, Saint-Cyrien, le seul Saint-Cyrien polynésien, et donc appelé par Gaston Floss à l'issue de sa période militaire, alors qu'il avait pris sa retraite de militaire, à venir ici pour gérer le Festival des Arts, et qui en quelques mois a construit à Oretinihau, a organisé le Festival des Arts mémorable de 1984. Ici, en Polynésie, oui. C'était, je crois, le plus beau festival des arts qu'on ait jamais eu, ici, en Polynésie. Festival des arts des Pacifiques Sud, où il y avait des gens de partout. Et donc, Maté, en fait, que j'avais hébergé dans les locaux de l'Opati, parce qu'il n'y avait pas de locaux, donc il avait investi même mon bureau et tout, et c'est comme ça qu'on était l'un à côté de l'autre pendant quelques mois. Après, Gaston l'avait envoyé pour être Tavanahau à Uturua, aux îles sous le vent. Ce qui d'ailleurs lui convenait très bien. Et puis donc, j'appelle Maté. Je dis, Maté, j'ai un problème grave. Dans 2 jours, j'ai un conseil d'administration où il faut nommer un directeur général. Et puis le seul qui a l'air de, enfin qui est candidat et que voilà, qui a l'air d'avoir les faveurs de certains, c'est un Popora, Monsieur Famin. Moi, j'aimerais bien avoir un Polynésien pour m'accompagner dans cette société. Et donc, j'ai pensé à toi. Compte tenu de ton expérience, on est très complémentaires. Voilà. Toi, c'est l'opérationnel, la gestion des hommes, les pilotes, les mécaniciens. Moi, c'est la finance, le marketing. Il me dit, écoute, laisse-moi la nuit pour réfléchir et je te rappelle demain. Donc, il a pris la nuit pour réfléchir et il a appelé quelques personnes, dont Jacques-Denis Drolet, qui lui a dit, écoute, Gaston va pas être content, hein, mais parce que pour lui, ta place, là où il veut que tu sois, c'est Tavanahau des îles sous le vent, mais je te soutiendrai parce que je suis d'accord avec l'état d'esprit qu'essaye d'insuffler Christian, à savoir qu'il faut que ça soit des Polynésiens qui dirigent cette compagnie aérienne, PDG et directeur général, et au-delà. Et c'est comme ça qu'au conseil suivant, donc, j'ai proposé que ce soit Maté Galnon qui soit nommé directeur général. Et qui a été nommé. Et qui a été nommé à l'unanimité des administrateurs. Moi-même, j'ai été nommé par intérim à l'unanimité 15 jours avant. Oui. Et lui, 10 novembre, il a été nommé à l'unanimité des administrateurs, directeur général, mais alors pas par intérim, lui.
Oui. Directeur général. Et après, on a fait équipe. Tu es resté président 27 ans. Et Mathé est resté le directeur général pendant les mêmes 27 années, de 85 à 2013. On est arrivé la même année, on est parti la même année. Et on a été pendant 27 ans en couple, complice, pour développer Air Tahiti. Après, on a poursuivi l'esprit de l'océanisation, puisque en l'espace de 2 mois, tous les directeurs expatriés d'UTA sont rentrés en métropole, et qu'on a fait rentrer que des Polynésiens. Local. Et ça marche très que bien. des jeunes Polynésiens. On avait tous 25 ans. Patrick Martineau, Manaté Vaivich est arrivé un petit peu après, un an après. Mais voilà. Donc, et tout le comité de direction, en l'espace de 2 mois, est passé de 100% expatriés UTA, métropolitains, à 100% polynésiens. Et c'est resté le cas depuis. On est l'une des rares très grandes entreprises de ce pays qui emploie le plus de Polynésiens. Qui emploie exclusivement des personnels polynésiens, au sens des Polynésiens de sang, entre guillemets, ce qui ne veut rien dire, mais les Polynésiens, des gens qui ont décidé de faire leur vie ici, c'est-à-dire personne, il n'y a aucun, même pas un pilote ou un mécanicien ou un directeur qui ait statut d'expatrié. Aucun. C'est pas le cas à Air Tahiti Nui, c'est pas le cas à la Poste, c'est pas le cas même à la Socredo. Air Tahiti est la seule institution, entreprise privée de très grande ampleur, premier employeur du pays, 1300 salariés, dont les dirigeants, les directeurs, les cadres et tous les personnels sont tous polynésiens. Et ça, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Ah oui, je comprends. L'une de mes plus grandes fiertés. On peut faire confiance aux Polynésiens dans tous les postes, y compris dans des postes qui sont en matière de transport aérien, à décision. Des postes à décision, mais aussi des postes à technicité et à compétences techniques. Les ingénieurs élevés, oui. Maintenance, les contrôleurs qualité, les pilotes, c'est de la haute compétence. 100% polynésien. On a une population, on a un peuple polynésien qui a les capacités. Et on l'a démontré à Air Tahiti. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est vraiment une de mes... des satisfactions les plus grandes. Extraordinaire. À ton arrivée, Christian Vernodon, de combien d'appareils bénéficiais-tu ? Quand on est arrivé, il y avait, en termes de flotte, il y avait 4 vieux Fokker Fairchild. Et puis, il y avait également pour la desserte de Moorea, des Twin Otter. Et puis, en fait, en l'espace d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire entre 85, date de notre arrivée, et 2005, qui est en fait le moment où 2005-2008, où Air Tahiti aura atteint son plus haut niveau d'activité, de nombre de personnel,
de fréquence de desserte, de taille de la flotte. C'est 2008, parce qu'après il y a eu la crise de 2008, on a commencé à réduire la voilure. Mais donc à son paroxysme, nous étions arrivés à une flotte composée de 10 ATR, donc 7 ATR 72 et 3 ATR 42. Ces 10 ATR étant régulièrement renouvelés tous les 10 ans à peu près. Et donc, dans les années 2000, on avait la génération de ce qu'on appelle les ATR 500. Voilà. Sachant que les premiers ATR que nous avons achetés et introduits dans la flotte d'Air Tahiti, c'était en 1987, étaient des ATR 42 de la génération des ATR 300. Voilà, donc ça c'est au niveau de la flotte et nous avons toujours donc cherché à être dans un esprit de ce que j'appelle le cercle vertueux, c'est-à-dire pouvoir dégager des résultats au niveau de l'entreprise qui soient tels que l'essentiel de ces résultats, la majorité de ces résultats, soit consacrés à réinvestir dans le développement de la flotte et dans l'achat d'avions neufs, tout en ayant des marges suffisantes pour nous permettre de correctement rémunérer les actionnaires privés qui nous avaient fait confiance dès 1985 en rachetant des actions du TA et en participation à des petites augmentations de capital qu'on avait faites tout à fait au début, en 87. À partir de 90, Air Tahiti n'a plus jamais fait d'augmentation de capital, n'a plus jamais eu besoin de solliciter ces multiples actionnaires privés dont j'avais donné la décomposition. Je lui ai dit qu'à peu près tout le monde, en fait, ici en Polynésie, est actionnaire d'Air Tahiti. Et donc, par ailleurs, nous avons toujours aussi essayé d'appliquer, et nous l'avons fait, le principe de la participation des salariés à la fois à la gouvernance de l'entreprise, au travers du comité d'entreprise, puisque Air Tahiti a été la première société privée de Polynésie française à instituer le comité d'entreprise, auprès duquel moi j'ai toujours été d'une transparence totale sur les comptes de l'entreprise, sur la stratégie de l'entreprise et tout. Et puis le comité d'entreprise est d'ailleurs entré au capital d'Air Tahiti. On est, je crois, la seule entreprise de Polynésie où le comité d'entreprise, à lui seul, détient 5% du capital de l'entreprise et de ce fait a un siège au conseil d'administration. Et puis, nous avons été également la première entreprise de Polynésie française à instaurer l'intéressement des personnels aux résultats. La participation et l'intéressement, c'était une des grandes propositions en matière sociale que faisait le général de Gaulle. Il faut se souvenir que lorsqu'il lance son référendum en 1969, le général de Gaulle, en fait, les deux piliers des sujets qui soumet à référendum, c'est la régionalisation, la décentralisation, qui va d'ailleurs lui valoir le fait qu'il va perdre le référendum parce que les élus parisiens et notamment les sénateurs et tout vont lui faire payer le fait qu'ils ne veulent pas de décentralisation, qui veulent rester dans une France gérée de manière jacobine depuis Paris, ce qui était également l'état d'esprit et en fait le sentiment de son Premier ministre, Monsieur Pompidou, qui est lui est clairement dans le camp d'un État très fort et d'un État jacobin et d'un État aussi qui voulait gérer la France de manière industrielle, avec les capitaux, avec le développement des filières industrielles, notamment la filière industrielle de l'énergie civile nucléaire, d'où le fait que le Premier ministre Pompidou, puis président de la République Pompidou, était probablement autant que le général de Gaulle
à l'origine de son souhait absolu que l'on puisse mettre au point ici en Polynésie française, au travers du commissariat à l'énergie atomique, non seulement la bombe, parce qu'on parle toujours de la force de frappe et du fait que c'est grâce à Moruroa et grâce à la Polynésie que la France a pu mettre au point son arme atomique, mais on oublie de dire qu'en fait, les ingénieurs du CEA qui étaient ici, ils étaient encore plus intéressés dans toutes ces expériences à maîtriser en fait l'énergie civile nucléaire pour développer ce que la France est le seul pays du monde à avoir développé, c'est-à-dire une filière de production électrique d'origine nucléaire. 70% de l'électricité française provient du parc des centrales nucléaires. En Allemagne, aujourd'hui, c'est zéro. C'est zéro production. Voilà. Et c'est ce qui permet d'ailleurs à la France d'avoir une électricité qui est moins chère que l'Allemagne. Alors, je fais cette digression parce que c'est quelque chose qui intéresse profondément toutes les familles polynésiennes et toutes les entreprises polynésiennes, puisque c'est un sujet qui est resté un sujet d'actualité dans les 2 dernières décennies, puisque dans les 2 dernières décennies, nous n'avons cessé, avec les partenaires sociaux, avec certains politiques, comme le président Tang Song, qui s'était allé se battre à Paris pour demander à ce que nous puissions, nous Polynésiens, bénéficier de ce qu'on appelle la CSPE, c'est-à-dire que c'est le fonds de péréquation qui permet à tout citoyen français de payer son kilowattheure d'électricité au même prix, pas moins cher, au même prix, ou qui vivent en France, qui vivent à Paris, ou à Mayotte, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou en Corse, ou dans un petit village du Finistère, le prix du kilowattheure est le même, bien que le coût de production de ce kilowattheure soit pas du tout le même. Même à Wallis, maintenant, il bénéficie, depuis le passage du président Hollande à Wallis en 2013, je crois, ou 2014, du bénéfice de cette péréquation. Les Polynésiens et les Calédoniens sont les seuls citoyens français qui, encore aujourd'hui, ne bénéficient pas. Et du coup, on paye notre électricité 2 fois plus cher. Voilà. Donc, j'en reviens à l'histoire, c'est-à-dire que à cette époque-là, dans les années donc 60-70, l'une des raisons majeures pour lesquelles la France en fait et le CEA voulaient faire ces expériences ici, c'était pour mettre au point également donc la maîtrise de l'énergie civile, qui était un bien. Et d'ailleurs, les habitants de Hao et le village de Hao bénéficiaient d'une électricité gratuite jusqu'en 75, proposée par les... Voilà. Alors on revient maintenant, si tu veux bien, à ce bilan au bilan d'Air Tahiti. Donc, sur le plan de la flotte, donc, une augmentation et surtout une modernisation permanente, de façon à travailler aussi avec des appareils les plus sûrs possibles. Donc des techniciens de plus en plus nombreux, de plus en plus formés. Des techniciens tous polynésiens, des mécaniciens tous polynésiens, de plus en plus pointus, compétents, des pilotes, tous polynésiens, hein, et malgré le fait que la configuration géographique de la Polynésie fait que c'est la configuration la plus difficile en matière d'opération aérienne, aussi bien pour la maintenance, parce que quand on arrive dans un petit atoll des Tuamotu et qu'il y a un petit problème de maintenance technique et tout, on est dans un endroit où il y a personne. Pas de ressources. Il n'y a aucune ressource pour réparer. Donc il faut faire venir le technicien avec un avion affrété et tout pour venir vérifier et tout. Et les pilotes ont une responsabilité énorme
d'être comme ça à opérer dans le désert industriel quand ils sont au Gambier ou à Tatakoto et tout, et qu'il faut repartir et tout, ils sont seuls responsables, hein, et puis il n'y a pas un seul mécanicien pour vérifier que tout va bien. On sait bien que lorsqu'on est à Faa, ou qu'on est dans n'importe quel aéroport en métropole, sur l'aéroport, il y a des mécaniciens qui vérifient que tout est bien pour que l'avion puisse repartir. C'est pas les pilotes qui vérifient, c'est les mécaniciens. Ici en Polynésie, c'est les pilotes qui vérifient. Beloved isles that mean so much to me, beloved memories of Tahiti. Some sunny day on silver wings I'll fly away to my beloved isles of Tahiti. En 20 ans, le nombre d'aéroports a considérablement augmenté aussi. Tu as vu naître des pistes qui n'existaient pas au départ. Oui. Ceci étant, quand je suis arrivé à Air Tahiti en 85, le pays avait déjà, entre 1961 et 85, fait un effort considérable de construction de pistes. Donc on avait déjà en fait sur les 46 aérodromes ouverts à la transport civil de Polynésie qu'on avait atteint en 2005, en 85, 20 ans avant, on était déjà à plus de 35. Ah oui, donc c'était déjà en place. Oui. C'était déjà en place. Hein. Il y avait par exemple déjà, en 85, les 4 aérodromes des Marquises. Il y avait Terre Déserte, il y avait Iwaoa, à Nuku'alofa, il y avait Iwaoa, il y avait Wapou, il y avait Wauka. Il y avait déjà les 4. Il y avait déjà les 4 des Australes. Les Matara, Raivavet, Tubuai, Rurutu. Là où il y a eu addition pendant la période où j'ai été PDG, de nouvelles pistes, c'est Otamutu. On a dû ouvrir une dizaine de pistes. Le territoire a dû ouvrir une dizaine de pistes dans des tout petits atolls, avec toute petite population, après 85. Mais effectivement, à chaque fois que le territoire ouvrait une piste, eh bien, immédiatement dans la foulée, même si c'était bien évidemment pas du tout rentable, eh bien, Air Tahiti, généreusement, on peut le dire, allait desservir ces petites îles, parce que c'est la mission première d'Air Tahiti. Lorsqu'on a fait tous nos travaux de définition avec l'ensemble des personnels dans un exercice qu'on appelle de brainstorming et de définition de c'est quoi notre ADN, c'est quoi notre mission, c'est quoi qu'on veut faire tous ensemble. Eh ben, la première définition qu'on a donnée, c'est que notre mission, nous, Air Tahiti, c'est de desservir toutes les îles de Polynésie française. D'où le slogan Nati no te Momotu. Air Tahiti, c'est le lien qui unit toutes les îles de Polynésie et au-delà des îles, toutes les populations de toutes les îles. Et Air Tahiti, c'est l'équivalent, en fait, si la Polynésie était un corps humain, du
des veines, des artères ou même du sang qui peut circuler, des veines, en fait, du système de circulation sanguine, des veines et des artères, qui permet au flux de gens, de personnes, pour toute cause possible, mais aussi de fret. Mais le fret, c'est tout le fret. C'est les médicaments qu'on amène, le courrier. C'est tellement important, le courrier. C'est les analyses qu'il faut faire revenir à Tahiti pour l'eau, les analyses d'eau, les analyses de prélèvements sanguins et tout, pour que on puisse faire vérification. C'est tout un tas de milliers de détails comme ça qui font la vie. Les évassanes, les femmes enceintes qu'on ramène ici pour qu'elles puissent accoucher en toute sécurité ici à l'hôpital, et qui souvent d'ailleurs sont accompagnées par leur mari ou par les machins. Et c'est la vie dans ces archives, dans toutes ces îles qu'amène l'avion. Et je dirais là maintenant, avant la construction de ces pistes et tout, c'était les goélettes qui amenaient la vie. Qui faisaient le lien. Qui faisaient le lien. Oui. Et qui faisaient le lien, non des matériaux, mais aussi des gens, des hommes, des passagers. Avec le succès extraordinaire de son développement, en 20 ans, de 85 à 2008, on a multiplié par 7 le nombre de passagers. Par 7. Sur les Marquises, entre Tahiti et les Marquises, on a multiplié par plus de 10 le nombre de passagers en 20 ans. On a créé la vie, on l'a apporté, on l'a rendu possible. Partage, la communication, on est sorti de l'isolement, on a sorti de l'isolement. Toutes ces îles, toutes ces 46 îles ont été sorties de l'isolement grâce à Air Tahiti. Et quand je dis Air Tahiti, je pense en premier aux plus de 1000 salariés d'Air Tahiti qui, à un instant T donné, qui disséminaient dans toute cette Polynésie, qui travaillent dans l'activité aérienne, parce qu'après on en a 300 qui travaillent dans l'escale internationale, et parmi lesquels 1000, il y en a en fait plus de presque la moitié qui sont en fait des agents d'escale dans toutes ces 46 îles de Polynésie. Et avec un des souvenirs les plus forts que je garde, moi, de mes 27 ans à la tête d'Air Tahiti, c'est les tournées que je faisais tous les ans au mois de mai-juin pour aller à la rencontre de tous ces personnels, ici à Tahiti, à la base, mais aussi dans les îles, à Huaine, à Raiatea, à Bora Bora, à Rangiroa, à Nukuhiva, à Tuona, pour aller leur expliquer, voilà où on est notre entreprise, voilà les comptes, voilà les résultats, voilà l'avenir possible, voilà les concurrents qui veulent essayer de venir nous concurrencer, mais on n'a pas peur de la concurrence. Je leur ai expliqué qu'on n'avait pas peur de Vaner, je leur ai expliqué qu'on n'avait pas peur du King Tamatoa, je leur ai expliqué qu'on n'avait pas peur du Ono Ono, que non, c'est bien la concurrence, mais qu'on est suffisamment fort. On a un produit qui est suffisamment fiable, qui est suffisamment compétitif au niveau des tarifs. Par exemple, sur la compétition avec le maritime sur les îles sous le vent, toujours expliquer que ok, il y a des bateaux qui veulent essayer de se mettre sur la ligne et de nous faire concurrence. C'est très bien que les bateaux essayent, mais que nous, comme on a pratiqué une politique aussi, c'était très important ça, de différenciation tarifaire, où on a instauré, ce qui n'existait pas avant que je sois nommé PDG. Avant que je sois nommé PDG, il y avait un seul tarif unique, plein tarif, tout le monde payait la même chose. Et donc, l'une des évolutions aussi majeures que nous avons introduites a été de dire, non, si on veut pouvoir permettre à un maximum de Polynésiens de pouvoir voyager, et notamment des Polynésiens modestes, il faut qu'on ait une politique de vol différenciée de couleurs, avec attaché à ces couleurs différentes des tarifs très différents. Et donc, on a créé les cartes pour les troisième âge, les cartes pour les jeunes,
les cartes pour les résidents des îles, les cartes pour les familles. Et adossé à ces cartes, on a mis des tarifs très réduits, très 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 réduits des fois. L'exemple le plus frappant, c'est par exemple pour les cartes famille, où pour un billet Papeete Nuku'iva, qui en 85 coûtait 85 000 francs, et tout le monde était obligé de payer 85 000 francs, il n'y avait que ce prix-là. On a réussi, grâce à l'effet vertueux des avions modernes qui coûtaient moins cher en maintenance et tout, à baisser en l'espace de 5 ou 6 ans le plein tarif sur Nuku'iva de 85 000 francs à 56 000 francs. Et sur les 56 000, oui, mais en plus de ça, on a créé les cartes et les familles pouvaient voyager avec des réductions qui étaient de 50% pour les parents, 75% pour les enfants, et en conséquence de quoi, dans les années 2000, une famille qui voulait voyager entre Tahiti et Nuku'iva, pour les quatre, ça coûtait un peu plus de 80 000 francs CP, c'est-à-dire 20 000 francs par passager. Alors, mais ça, les usagers eux-mêmes d'Air Tahiti, ils le savent très bien, parce que, en fait, ceux qui payent cher leur billet d'avion sur Air Tahiti, c'est les touristes internationaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur donne la possibilité d'avoir 23 kilos de bagages en plus, alors que les locaux, ils n'ont que 10 kilos, mais, entre autres. Mais eux, ils payent cher, surtout sur les îles sous le vent et tout. Ils payent assez cher. Mais c'est grâce à ce paiement par ces touristes internationaux de billets d'Air Tahiti, nettement plus cher que ça nous coûte à produire, que ça nous permet de décaser des marges qui nous ont permis de faire voyager les Polynésiens dans toutes les îles, mais aussi entre Tahiti et les îles sous vent pour beaucoup moins cher. Entre Tahiti et les îles sous vent, les Polynésiens, ils ne payent pas du tout le plein tarif. Plus de 80% des Polynésiens qui voyagent entre Tahiti et les îles sous vent, ils bénéficient des tarifs réduits d'Air Tahiti. Ils bénéficient des tarifs souvent à 50% d'ailleurs, sur des vols bleus et tout. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, quand les bateaux se mettaient en place et disaient « mais nous, on va offrir la possibilité de voyager entre Tahiti et Bora Bora, par exemple, pour moitié prix que le prix du billet d'Air Tahiti », c'était effectivement moitié prix du plein tarif Air Tahiti. Mais en fait, c'était le même tarif pour les résidents que ce qu'ils payaient sur vol bleu Air Tahiti. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, toutes les initiatives jusqu'à aujourd'hui de concurrence maritime contre Air Tahiti, entre Tahiti et les îles sous vent, se sont toutes terminées par des faillites retentissantes ou des arrêts, le Ono Ono, le Raromatai Ferry, le King Tamatoa, et puis on peut les ajouter et tout. Là, on va voir on parle pas d'aujourd'hui, mais l'histoire a montré que Air Tahiti a systématiquement terrassé la concurrence du maritime pour les passagers sur les îles sous le vent, pourtant les plus proches. Le seul endroit où le maritime a terrassé Air Tahiti, c'est Tahiti-Moorea. Là, oui, il y avait historiquement, vous vous rappelez, nous, les résidents un peu aisés et tout, on était très très nombreux quand on voulait aller à Moorea. Ah oui. On allait prendre le Twin-Otter pour aller à Moorea. Il y a eu plus de 100 000 passagers entre Tahiti et Moorea sur l'avion. Surtout quand il y a eu le Club Med, c'était un... Voilà. On avait passé le week-end là-bas, on n'allait pas en bateau, on prenait l'avion. Et donc, ceci a complètement disparu avec les nouveaux bateaux, ferry rapides, très rapides, navettes rapides, ferry, on peut prendre sa voiture, enfin bref. Et donc là, oui, là le maritime a terrassé Air Tahiti. Mais partout ailleurs, l'histoire en fait de ces 50 dernières années, c'est que c'est Air Tahiti qui est devenu donc le système d'artères et de veines pour irriguer, pour permettre l'irrigation de la vie des passagers et du fret entre Tahiti et tous les archipels. Voilà. Et le maritime est resté cantonné
uniquement à la partie fret. Voilà. Il y a une autre petite exception magnifique à cette démonstration, c'est par rapport au tourisme, qui est que les bateaux ont la possibilité aussi d'être des véhicules merveilleux pour découvrir, pour que des touristes internationaux découvrent nos archipels éloignés, c'est les cargos mixtes. C'est l'exemple de la Ranouille. C'est extraordinaire. Qui est un produit extraordinaire. Mais c'est un produit où personne ne se pose la question de savoir comment se fait-il qu'il y ait des touristes internationaux qui payent 1 million. C'est 1 million une croisière sur la Ranouille, pour un couple. C'est 1 million de francs pacifiques. Voilà. Et pour un couple, c'est plein. Oui. C'est plein, tout le temps. Et c'est une expérience magnifique. Et ça les vaut. Mais ça les vaut. Mais après, où était le problème que pour un touriste international, pour aller à Bora Bora, Air Tahiti lui fasse payer 30 000 francs son billet aller-retour, Tahiti-Bora Bora, permettant ainsi à Air Tahiti de faire effectivement des marges très importantes de plusieurs centaines de millions sur ces trafics-là, sachant qu'Air Tahiti consacrait ses marges pas à distribuer des dividendes exorbitants à ses actionnaires, à utiliser ces marges pour renouveler le matériel sans cesse et pour subventionner, sans que ça coûte 1 franc à la collectivité, les dessertes de désenclavement des petites lignes. C'est ça le modèle qu'on a construit, et qu'il faudrait tant préserver encore aujourd'hui. Tellement il a démontré que c'était un modèle vertueux où tout le monde gagnait à l'arrivée et qu'on n'avait pas à demander aux résidents de payer des taxes pour financer soi-disant la solidarité entre les. Cette solidarité, on l'avait en fait construite en interne en ayant des péréquations internes. L'Office des Postes a fait la même chose. Le mécanisme sur le prix de l'électricité, c'était pareil. C'était en fait construire en solidarité à partir d'un opérateur qui assurait de pouvoir aller partout. Mais maintenant, les grandes théories sur il faut de la concurrence, mais font que on va peut-être casser tout ça. Peut-être pas. On va bien voir. Ces 20 années ont été quand même précieuses, d'une richesse extraordinaire. Et puis voilà, et puis je voulais, puisqu'on donnait l'exemple particulier des Marquises, où on a multiplié par 10 la desserte entre Tahiti et les Marquises. On a multiplié par quasiment l'infini la desserte inter-Marquise. En réintroduisant des tunes-hauteurs pour desservir Wapo, Wauka, passer du nord au sud, de Nukuiva à Toona, j'ai vraiment une pensée nostalgique très particulière pour les personnels d'Air Tahiti des Marquises. À la fois donc les
les chefs localement, je pense à Marceline Aumaître, qui a été pendant plus de 30 ans la représentante d'Air Polynésie puis d'Air Tahiti à Nuku'hiva, et qui, en fait, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, avant qu'elle ne parte, d'aller prendre les témoignages de ce qu'a vécu Marceline dans le Nord. Mais bon, un jour, si tu veux, je pourrais me substituer à elle et te raconter tout ce qu'elle m'avait raconté et comment, au tout début, quand il y avait une seule piste aux Marquises qui était à Wauka, et que donc pour aller à Taiohae, il fallait prendre l'avion, petit avion, c'était des twins. Et faire des sauts de puce au Tuamotu, y compris à Napuka, puis on arrivait à Wauka, et puis quand on était arrivé à Wauka, on prenait le truck pour descendre au quai, et puis là on prenait le Toake qui mettait 2h30, 3h pour aller de Wauka à Taiohae, et puis qu'après, lorsque la piste de terre déserte a été ouverte, il n'y avait pas de route entre terre déserte et Taiohae. Il n'y avait pas encore de route. Et donc, les personnels d'Air Tahiti, pour aller traiter le vol d'Air Polynésie, les Fokkers qui arrivaient là-bas, ils devaient prendre un bateau qui faisait par la mer le tour de l'île de Nuku'hiva. Ça prenait 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir, dans des mers démontées. Et ils faisaient ça tous les jours où il y avait un vol. Et après, quand la route a été ouverte, je ne sais pas si tu es déjà allé à Nuku'hiva du temps ou de la route en 85. Oui. La route, c'était aussi plus de 2 heures, 2h30. Bien 2h30. Entre Taiohae et la terre déserte. Et la terre déserte. Et quand on faisait cette route dans une camionnette, on prenait beaucoup plus de risques pour sa vie que de prendre l'avion. Tellement cette route était dangereuse, avec les précipices, incroyable. Et Marceline, avec ses bagagistes, avec ses agents d'escale, en 80, dans les années 2000, elle faisait cette route 5 ou 6 fois par semaine. L'aller, le retour. Payait 3 heures le temps de travail sur place. 6 heures de trajet pour aller faire son travail. Donc, vraiment. Les Marquises, ça se mérite vraiment. Non, mais vraiment, ces personnels d'Air Tahiti, là, Marceline, j'ajouterais Iris Tehei. Alors, Iris est effectivement celle qui, au sein d'Air Tahiti, d'Air Polynésie avant, puis d'Air Tahiti, a été celle qui a été pour former, recruter tous ces agents d'escale dans toutes les îles. C'est Iris, tout à fait. C'est Iris Tehei qui a été l'élément qui a permis de former, de développer le capital humain, le patrimoine humain dans toutes ces escales, ces centaines et ces centaines de Polynésiens, de Polynésiennes qui ont appris les métiers pour pouvoir accueillir ces avions avec des compétences et des responsabilités très importantes. Les agents d'escale dans toutes ces îles-là, ils ont une fonction que personne d'autre n'a ailleurs dans le monde en tant qu'agent d'escale. C'est ce qu'on les appelle les agents de trafic. C'est eux qui sont chargés de préparer les documents techniques de chargement de l'appareil, avec le poids, avec le respect de comment charger l'appareil, parce que c'est capital pour la sécurité des vols. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu es allé aux Marquises et que tu devais prendre le Twin ou machin et tout, on te pèse. Oui. On pèse les passagers, un par un, pour savoir combien ils pèsent. Après, on pèse tous les bagages, le fret et tout, parce qu'il faut respecter de manière scrupuleuse le devis de masse, ne pas surcharger l'appareil. Et puis, une fois on est certain qu'on n'est pas au-dessus du poids réglementaire qu'il ne faut pas dépasser, c'est pas fini. Il faut s'assurer aussi du centrage. Très, très important, capital pour la sécurité des vols, qu'on ne mette pas
de manière déséquilibrée le poids entre l'avant de l'appareil et l'arrière de l'appareil. Aussi bien pour les passagers, ce qui fait qu'on positionne les passagers en fonction de leur poids pour pas qu'il y ait tous les personnes et qu'on déséquilibre. Parce que si on déséquilibre l'appareil, c'est comme ça que l'appareil, au décollage, au moment où il fait son arrondi et tout, si ça n'a pas été bien calculé, il peut piquer, il peut partir et être irrattrapable. Irrattrapable. C'est peut-être ça la vraie cause de l'accident du Twin Otter d'Air Montréal. C'est peut-être ça. Parce qu'on sait pas très bien c'est quoi la vraie cause. Mais c'est peut-être ça. Et d'où la responsabilité de tous les agents d'Air Tahiti, les agents de trafic, les agents d'escale, les bagagistes. C'est les bagagistes, des simples bagagistes, qui ont la responsabilité aussi d'équilibrer, de pas faire de bêtises dans la façon comment ils mettent les poids et tout. Et ils font tout ça sous le contrôle de nos pilotes, qui eux aussi ont une responsabilité colossale pour assurer cette sécurité des passagers. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment rendre hommage à tous les corps de métier d'Air Tahiti, les pilotes, les mécaniciens, les agents d'escale, les agents de trafic, y compris les bagagistes, tous une responsabilité énorme. Les hôtesses, les PNC, bien sûr, tous une responsabilité énorme que moi, pendant 27 ans, j'ai pu constater qu'on avait réussi à leur insuffler cette fierté. Cette fierté et ce sens des responsabilités, que notre rôle, c'était non seulement de créer ce lien entre toutes les populations de toutes les îles et tout, mais de le faire en total, c'est jamais total, maximum de sécurité. Malheureusement, pendant ces 27 ans, j'ai connu les deux grands drames. C'est les plus grands drames qui puissent arriver à une compagnie aérienne et à tous ses personnels. C'est pas seulement ses dirigeants, ses cadres, et comme je viens d'expliquer, tous ces personnels qui, lorsqu'un drame comme ça, un accident d'avion arrive avec des morts, sont tétanisés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait qui pourrait être à l'origine de pourquoi il y a eu cet accident? Oui, on s'interroge. Et on se met en cause. Nous n'avons plus le temps, Christian Vernodon, d'aborder ce sujet douloureux aujourd'hui. Nous le ferons samedi prochain, même si cela te fait revivre de terribles moments. Merci Christian, et merci à Tuiva Lambert qui a réalisé cette émission.